Comme vous le savez déjà, je ne sais pas nager. En revanche, la fiscalité, j'en connais un bon rayon. La vidéo d'aujourd'hui sera peut-être un peu plus sérieuse et va s'adresser à celles et ceux qui souhaitent comprendre davantage comment fonctionne la fiscalité et surtout, eh bien, se répondre à la fameuse question qui est: est-ce que l'on peut croire tous ces influenceurs? Est-ce que l'on peut croire tous ces bonimenteurs? Toutes ces personnes qui vous disent que on peut payer zéro impôt? Eh bien, je vais vous donner une réponse qui est simple et à la fois technique, mais non seulement tout ça, sachez que tout ce que je vais vous dire là vient de ma propre expérience. J'ai vécu dans pas mal de pays, je me suis enregistré en tant que résident fiscal dans pas mal de pays aussi, chose qui n'était pas très marrante à faire mais très utile. Et surtout, eh bien, j'ai parlé avec pas mal d'avocats, j'ai fait pas mal de démarches qui m'ont permis, aujourd'hui en tout cas, d'arriver à un système dans lequel je paye un niveau d'impôt avec lequel je suis bien dans mes chaussures, si je puis dire, avec lequel je suis relativement satisfait. Donc, pour commencer, pour comprendre ce qu'est l'impôt, si je puis dire, il faut comprendre que quand vous êtes une personne qui perçoit des revenus, il y a généralement en fait plusieurs filtres qui viennent prélever de l'impôt pour vous, hein. Donc, par exemple, vous êtes un salarié, eh bien, l'État va prendre un impôt sur vos revenus personnels. Mais ce n'est qu'une seule partie de l'impôt. En réalité, votre patron aussi, celui qui vous verse votre salaire, lui aussi va subir un impôt. Donc en fait, vous voyez, rien qu'en gagnant un salaire, vous avez déjà deux niveaux dans lesquels vous prenez un impôt. Ensuite viennent s'ajouter peut-être des prestations de sécurité sociale, de mutuelle, de retraite, qui sont encore autre chose. Mais si on s'intéresse uniquement à la fiscalité, il existe dans 99% des cas deux côtés, deux parties à gérer. Il y a d'une part l'impôt sur les revenus personnels. Donc ça, c'est l'argent que vous gagnez en tant que personne individuelle. Par exemple, vous êtes Frédéric Bonplan, vous êtes vous, une personne physique qui existe, vous n'êtes pas une entreprise. Et bien vous, Frédéric, vous allez, vous allez subir un impôt à hauteur de vos revenus personnels. C'est ce qui arrive dans votre compte en banque. Tandis que de l'autre côté, on a du coup l'impôt sur les sociétés. À savoir, quand une société, eh bien, elle vend des produits, elle va générer ce qu'on appelle un chiffre d'affaires. On va ensuite imputer à ce chiffre d'affaires les charges. Par exemple, l'électricité, l'eau, le prix des produits avant qu'on ne les vende, la TVA, etc. Et une fois que la société, on a amputé de son chiffre d'affaires les charges, il nous reste les bénéfices. Et donc, cette société va être imposée sur ses bénéfices. Donc, si je vous donnais le scénario que vous donnent tous les youtubeurs, tous les influenceurs généralement au sujet de la fiscalité, qu'est-ce que je vous dirais de faire? Je vous dirais, oh bah partez à Dubaï et c'est bon, vous payez plus d'impôts. Oh, partez au Panama et c'est bon, vous payez plus d'impôts. Mais la réalité est tout autre, chers amis. La réalité est tout autre. Parce que, une fois qu'on a compris que l'impôt était généralement prélevé en deux parties, c'est-à-dire sur la personne physique et sur la personne morale, l'entreprise, alors on comprend qu'il faut solutionner deux problèmes. Le problème des impôts sur la personne physique, vous-même, et le problème des impôts sur la personne morale, donc votre entreprise si vous en avez une. Donc si vous partez par exemple au Panama, mais que vous avez une entreprise en France, eh bien, votre entreprise en France, elle aura l'impôt sur ses bénéfices qui sera pris par la France. Et si vous allez au Panama, eh bien, peut-être que vos revenus, eux, ne seront pas imposés. Mais encore faut-il que la France vous laisse partir. Parce que dans tout ce que vous disent ces marchands de tapis, si je puis dire, sans jeter la pierre, eh bien, c'est que quand vous partez dans un autre pays, ça ne fait pas de vous automatiquement un résident fiscal. C'est-à-dire que si vous partez au Panama et vous dites oui, j'y ai vécu plus de 6 mois, alors je devrais payer mes impôts au Panama. La réalité est tout autre. La réalité est tout autre, hein, je répète. Il faut en fait faire des démarches pour ça. Il faut d'abord que votre pays d'origine vous reconnaisse comme étant un expatrié, comme étant une personne dont la résidence fiscale n'est plus à l'origine. Donc, par exemple, si vous êtes français et que vous êtes résident fiscal français de naissance et que vous partez dans un autre pays, alors il faut faire une première chose. Il faut demander à l'administration ce qu'on appelle un rescrit. Un rescrit, c'est
voilà, une lettre formelle, comment dire? Une affirmation formelle, légale, par écrit, ça peut être par voie électronique ou par voie papier, qui reconnaît que vous n'êtes plus résident fiscal au regard de l'État français. Donc ça, c'est la première chose. Avant de partir, mettez-vous bien ça dans l'esprit. Pour devenir résident fiscal quelque part, il faut d'abord se désolidariser de son pays d'origine. Et pour que ça puisse être accepté, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la France, elle va dire, oui, d'accord, t'as passé 6 ans au Chili, mais si t'as jamais payé d'impôt au Chili, on peut pas te dire que t'es plus résident fiscal français. Donc, la deuxième étape consiste à demander à son pays d'accueil, donc en l'occurrence, si vous partez au Panama, eh bien, il faut demander un certificat de résidence fiscale dans ce pays. Donc, par exemple, voilà, vous partez à Dubaï, Panama, Bulgarie, Chypre, Géorgie, tout ça. Il faut demander à ce pays qui vous accueille de vous reconnaître en tant que résident fiscal. Donc, il faut sans doute que vous alliez vous inscrire au registre des résidents fiscaux, que vous obteniez un numéro d'identification fiscale, et enfin, que vous obteniez un certificat légal émis par l'administration du pays qui affirme que vous, avec votre nom, votre prénom et votre adresse dans le pays, soyez un résident fiscal. Donc là, vous voyez, on a déjà deux étapes dont généralement personne ne parle. Et le troisième sujet, où est-ce qu'il est? Eh bien, pour devenir résident fiscal quelque part, il faut y séjourner au moins 6 mois, la plupart du temps, ou faire un investissement. Donc ça veut dire que c'est pas gratuit. Vous pouvez pas aller dans un hôtel pendant 6 mois et obtenir une résidence fiscale. Il faut que vous ayez une résidence permanente. Résidence permanente veut dire il faut que vous ayez un contrat de location. Donc, ou alors un appartement que vous ayez acheté. Donc, encore une fois, ça complique un petit peu les choses parce qu'il faut trouver un bailleur, un propriétaire qui vous autorise à rester, enfin, qui vous autorise à louer son bien pendant 1 an et qui vous autorise non seulement à louer son bien, mais à faire vos papiers avec ce bien, hein. Vous enregistrez auprès de l'administration pour que vous deveniez un résident permanent de votre nouveau pays d'origine. Donc, pour répondre à la question du jour qui est comment ne pas payer d'impôts? Eh bien, heu, il faudrait sans doute déjà se rapprocher d'un avocat, compétent, un avocat fiscaliste avec pourquoi pas de l'expérience déjà dans, les contrôles fiscaux, les impôts dans le pays d'origine et le pays d'accueil. Donc ça, c'est la première étape, se renseigner auprès d'un avocat. Deuxième étape, eh bien, si il faut résoudre 2 problèmes. Il faut résoudre le problème de l'impôt sur les sociétés et le problème de l'impôt sur les bénéfices sur les personnes physiques, pardon. Donc, il faut trouver une juridiction, entre parenthèses, un pays. Donc, il faut trouver un pays dans lequel l'impôt sur les sociétés est minime ou alors inexistant. Je donne un exemple parce que c'est celui qui est souvent cité, le cas des USLLC, donc les sociétés Limited Liability Company aux États-Unis. Ces sociétés n'ont aucun impôt sur les bénéfices, mais il faut bien se renseigner parce qu'en fait, il ne s'agit pas exactement de sociétés, c'est une structure un peu particulière qui passe les revenus directement aux propriétaires. Donc, première étape, avocat fiscaliste pour avoir des idées. Maintenant, si vous souhaitez pas passer par un avocat fiscaliste, il faut que vous trouviez une juridiction dans laquelle l'impôt sur les bénéfices des sociétés est minime. Et du coup, il faut ensuite solutionner le deuxième problème, l'impôt sur les personnes physiques. C'est-à-dire que si vous voulez ne pas avoir d'impôt sur vous à titre personnel, sur les revenus que vous allez percevoir, il faut trouver une juridiction qui remplit l'une des deux cases. Une faible imposition sur les revenus des personnes physiques, ou alors sur les revenus venus de l'étranger, ou alors une juridiction avec une faible imposition sur peut-être les dividendes. Mais encore une fois, c'est assez complexe. Pourquoi? Parce que en fonction du pays, les dividendes sont taxés soit sur la personne physique, soit sur la personne morale, la société. Certaines viennent prélever les dividendes sur le pays dans lequel vous allez arriver. Et si vous n'avez pas de convention de double non-imposition entre les pays, vous risquez d'être imposé 2 fois. Donc, tout ça pour dire, le sujet n'est pas si simple. Il vaut mieux se renseigner auprès d'un professionnel et poser ça clairement, prendre son temps et avoir à l'esprit que un tel changement, voilà, un tel projet, ça va sans doute être pas loin d'une année entière où on est bloqué. D'une année entière où on va investir pas mal d'argent en frais d'avocat, frais de déplacement, avion, caution, appartement, nourriture. Une année entière. Et d'expérience, très sincèrement, je pense que si vous n'avez pas, par exemple, au moins 10 000 euros
que vous vous sentez capable de miser, de mettre sur la table 10 000 € pour couvrir tous vos frais, ouverture de société, apport au capital pour ouvrir le compte bancaire, etc. En plus, de nos jours, il y a des, désolé, je m'éparpille, mais il y a des règles d'identification et de recherche pour limiter le blanchiment d'argent. Eh bien, ça fait qu'en fait, beaucoup de vos démarches vont être ralenties parce que vous êtes un étranger dans votre nouveau pays d'origine si vous souhaitez changer de résidence fiscale. Donc, prenez votre temps, réfléchissez bien à votre projet, soyez conscient que ça va vous coûter de l'argent et pensez toujours à ces deux fameux côtés de l'échiquier. Le premier, résoudre le problème de l'impôt sur la personne physique. Et le second, résoudre le problème de l'impôt sur la personne morale, donc la société. Donc on va penser soit à l'impôt sur les dividendes, soit sur les bénéfices, soit les deux. Et pour la personne physique, eh bien, voir s'il y a des pays qui ne taxent pas l'impôt sur les revenus physiques, hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et j'invite ceux qui ont déjà effectué ce changement, qui ont déjà changé de résidence fiscale, qui se sont déjà expatriés. Voilà, je vous invite à même laisser un commentaire. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous seriez prêt juste voilà, à partager peut-être le montant et la durée de ce projet de votre côté? Et enfin, est-ce que ça en a valu le coup? Parce que moi, très sincèrement, pour avoir déjà fait toutes ces démarches, quelques fois déjà, bien sûr, ça en a valu la peine parce que c'est un investissement que j'ai fait tôt et que j'ai fait pour toute ma vie. Je savais dans quoi je m'embarquais, je savais que j'allais perdre de l'argent au départ, mais pour ensuite m'en mettre plein les fouilles. Je plaisante. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère avoir été clair. Et puis, hâte de voir si certains d'entre vous ont passé le cap et s'ils se sont lancés et si ça a eu surtout de bonnes conséquences positives dans leur vie et surtout dans leur gestion financière. La parole est à vous.